Hey, on est de retour dans le Club du matin, 9h20. On est avec vous jusqu'à 9h54. La 32e et dernière équipe à surveiller est donc le Canadien de Montréal, après avoir parlé des 31 premières. Habituellement, Alexis, je commençais en te demandant, est-ce qu'on a fait du mouvement à San Jose ou est-ce qu'on a fait du mouvement en Caroline? Alors, est-ce qu'on a fait du mouvement à Montréal, Alexis? Eh bien là, ce matin, c'est certain que j'apprendrai pas, je vais rien apprendre à personne là-dessus, mais simplement pour faire le récapitulatif, oui, donc la transaction, premièrement, qui a retenu l'attention sur toute la planète hockey, c'est bien évidemment celle de Noah Dobson qu'on a acquis des Islanders de New York en retour de Emil Heinemann et des deux choix que le Canadien possédait au premier tour, qui sont finalement devenus Victor Eklund et Kashan Aitchison du côté des Islanders. On pourrait avoir un vrai portrait de la transaction dans quelques années. Nous, voilà. On a déjà notre opinion ici, mais le portrait global, on ne le saura que dans peut-être 4, 5, 6, 7 ans. Ben, c'est certain qu'à court terme, pour cette année, là, le Canadien est gagnant. Ça, il n'y a aucun doute. C'est de voir maintenant quel impact auront ces deux espoirs-là dans la formation des Islanders sur le long terme. Noah Dobson, lui, qui a signé justement d'ailleurs cette prolongation de contrat par la suite de 8 ans à 9,5 millions avec le Canadien de Montréal, donc devient automatiquement le joueur le mieux payé et qui, avec cette signature d'ailleurs, vient peut-être un petit peu briser la barrière que Kent Hughes avait établie de on ne veut pas signer personne de plus cher que le capitaine. Donc ça, cette règle-là vient un peu de prendre le bord, si je peux utiliser l'expression. Puis d'un autre côté, je pense que c'est une question de temps, puisqu'on sait que Lane Hudson va être assigné après cette année aussi. Demida, vu ça va être dans 2 ans, c'est 2 joueurs qui vont commander de très gros salaires, fort probablement, et ça aurait été très étonnant là, de les voir signer en bas de 8 millions de dollars, surtout en considérant que le cap salarial va augmenter de façon considérable lors des prochaines saisons. Donc Noah Dobson qui devient la première signature du duo Kent Hughes et Gorton au-dessus du montant du capitaine. Sinon, bien évidemment, Zachary Bolduc, le Québécois qui s'amène dans un échange 1 contre 1 avec les Blues de Saint-Louis contre Logan Mailloux. Transaction honnêtement que moi j'ai adoré, je sais pas pour toi. Là. Ben, je pense que j'ai trouvé ça dommage de voir Logan Mailloux partir parce que c'est un gars que je pense a un potentiel encore et j'ai pas démissionné sur lui, mais de voir Zachary Bolduc s'amener, c'est comme on a dit, c'est une transaction de besoin un peu. Il y avait une congestion à la défense, Mailloux voyait peut-être que les ouvertures se fermaient et la direction l'a vu aussi et c'est là que l'idée d'avoir Zachary Bolduc s'est amené, un gros attaquant quand même qui moi personnellement je pense va aller à l'aile, même si je sais que certains l'on parle de peut-être au centre. Je pense que ça va être un bon ailier et c'est un gars qui est content de venir jouer à Montréal aussi. Je pense que Saint-Louis est heureux d'avoir Mailloux et comme nous on est heureux d'avoir Bolduc. Pour le moment, j'aime cette transaction-là, puis l'avenir nous dira pour la suite. Là. C'est certain que du côté des Blues, on avait vraiment un besoin de défenseurs droitiers. On n'en avait presque pas, en fait, pour jouer dans la Ligue nationale. Et ceux qu'on avait, sont vieillissants. Donc, d'avoir un Logan Mailloux, clairement, ça va aider cette brigade défensive-là. Et du côté des Canadiens, bien évidemment, avec l'acquisition de Dobson. Et là, tu te retrouves avec un David Reinbacher qui, lui, s'il connaît une bonne saison à Laval cette année, pourrait monter avec le grand club. Peut-être même cette année jouer des matchs ou sinon ça va aller à l'année prochaine. Je pense qu'il va jouer cette année. Je sais pas combien il va en jouer, mais il va en jouer. Oui, ça c'est sûr et certain. Donc là, tu te retrouves avec Reinbacher que tu prévois être le futur défenseur qui va venir épauler Noah Dobson sur le flanc droit. Et tu as déjà un Alexandre Carrier aussi. Donc oui, tu le mentionnais, Logan Mailloux, peut-être qu'il voyait des portes se fermer. Je pense que c'est une transaction qui fait beaucoup de sens pour le Canadien. Bolduc qui va apporter énormément de caractère aussi à cette équipe-là. Et on le sait, c'est le caractère aussi qui peut mener loin en série. Là. Joe Veleno, Samuel Blais, Capo Kakkonen, Alex Belzile, ce sont d'autres acquisitions qu'on a fait dans des buts différents, dans des objectifs différents, mais c'est 4 noms dont on peut parler brièvement aussi. Ben, c'est certain que du côté du Canadien, on a quand même perdu aussi des Joel Armia, des Christian Dvorak, Michael Pezzetta, bon, OK, évidemment, lui, il ne jouait pas beaucoup, là. Mais Emil Heinemann. C'est ça, donc Emil Heinemann, oui. Donc, c'est des joueurs de rôle, de 4e trio, d'infériorité numérique aussi qu'on a perdu. Donc, d'aller chercher justement des joueurs comme Sammy Blais, lui qui veut vraiment là, se réétablir dans la LNH après une saison complète dans la Ligue américaine, l'a dit, ça n'a pas nécessairement été facile pour lui sur le moral, mais tout de même a gardé la tête haute, a connu une excellente saison et lui est prêt vraiment à se battre, en fait, pour avoir un poste dans la Ligue nationale de hockey. Même chose pour Joe Veleno, lui, en fait, qu'on voyait déjà s'entraîner à Brossard depuis quelques semaines. Lui qui finalement s'est entendu avec le Canadien. Donc, des joueurs qui auront la chance là, de batailler au camp pour avoir des postes, puisqu'on le sait, des postes, il n'y en a quand même pas tant que ça non plus. Il y en a peut-être un qui va que je vois là, en regardant la projection de cet alignement-là, c'est Oliver Kapanen, lui qui peut-être est le plus à risque de perdre ce poste-là parce qu'il n'y a rien d'acquis dans son cas. Donc, un poste qui va être Il a fait de belles choses, Oliver Kapanen, et en éliminatoire à Laval, il était bon.
Mais je pense que ce gars-là a besoin un peu de millage à Laval, à mon opinion. Je trouve qu'on est peut-être un peu rapide à le voir déjà dans l'échiquier, de dire qu'il a un poste, moi, je suis d'accord qu'il a avec un ça poste aussi, à Montréal. Et il est bon, honnêtement. Là. On le voyait en éliminatoire qu'il avait quelque chose parfois de plus que des coéquipiers. Alors, tu le voyais qu'il y avait une raison pour laquelle on l'avait amené à Montréal et pour laquelle il avait joué là. Mais moi, j'ai petite pensée plus pour Laval, peut-être pour commencer pour Oliver Kapanen. Honnêtement, j'aurais aucun problème. Puis, justement, on n'a pas nécessairement... C'est pas comme si on était, il y a 2 ans, là où on avait plein de trous à remplir dans l'alignement et on voulait permettre aux jeunes d'aller chercher de l'expérience, d'aller apprendre avec le grand club. Là, on est vraiment... on est rendu à un stade où cette équipe-là doit compétitionner pour les séries. Donc, c'est pas nécessairement la priorité en ce moment d'apporter un jeune si on sent qu'il a besoin de développement encore. Et c'est pas pour rien que, justement, on a signé des Sammy Blais, des Joe Veleno qui vont pouvoir, eux, justement, combler un rôle de 4e trio. Eux qui n'ont plus rien à prouver, en fait. C'est rendu pas nécessairement des vétérans, mais des jeunes joueurs quand même aguerris dans la LNH. Donc, j'aurais aucun problème, honnêtement, de voir Oliver Kapanen débuter. Tout va dépendre du camp d'entraînement fait que les joueurs auront. Jaden Strobel qui a signé un nouveau contrat également de 2 ans. Jakub Dobeš a signé un contrat de 2 ans également. Kaapo Kähkönen dans le filet s'est amené. Alors, on a amené de la profondeur aussi devant le filet du Canadien. Qui, selon toi, est le numéro 2 du Canadien pour commencer la saison? J'ai hâte de voir la bataille au camp d'entraînement, mais selon moi, ça va être Jakub Dobeš, je crois. Je pense qu'il a quand même montré des belles choses avec le club l'an passé. Peut apprendre vraiment beaucoup, je crois, avec cette équipe du Canadien, à côté d'un Samuel Montembeault qui, lui, a appris aussi de grands gardiens de but. Donc, je pense que Jakub Dobeš, vraiment, sa place va être du côté de Montréal. On va donner le filet à Jacob Fowler chez le Rocket de Laval. On va lui donner beaucoup d'expérience. Et Kaapo Kähkönen, ben lui, c'est quand même un vétéran dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. C'est d'ailleurs lui, quand même, qui a éliminé le Rocket lors des dernières séries. Mais lui va pouvoir aussi s'amener avec le Canadien si jamais peut-être Jakub Dobeš a des difficultés ou on souhaite peut-être justement le renvoyer à Laval ou quoi que ce soit. Kähkönen va pouvoir jouer autant dans les 2 rôles, que ce soit comme auxiliaire à Laval ou à Montréal, mais selon moi, ça va être Jakub Dobeš pour commencer. C'est une équipe qui va être encore jeune, le Canadien. Elle était jeune l'an dernier lorsqu'elle a accédé aux éliminatoires contre les Capitals de Washington et elle sera encore jeune. Il y a plusieurs joueurs là, qui ont été développés par l'organisation dans les dernières années et on commence à les voir vraiment prendre la mesure de leur talent au fil des dernières années. Évidemment, Suzuki, Caulfield, Gould et Slavkovski. Là, on va avoir Demidov cette année, évidemment, qui va être toute une attraction à voir dans une saison complète. Dans les joueurs que tu as à surveiller, je vais te laisser y aller ensuite avec ça, mais vu qu'il n'est pas dans tes 4 joueurs à surveiller, moi, j'aimerais ça avoir ton ressenti sur Kirby Dach. Comment tu vois cette saison-là pour lui? Parce que moi, je pense qu'il est dans les joueurs à surveiller cette année pour Montréal, dans le terme de ceux que je vais avoir une attention particulière et que pour lesquels c'est une année très charnière là, dans leur carrière. Kirby Dach fait partie de cette catégorie-là. Oui, c'est certain que quand on regarde le Canadien, honnêtement, il y a plusieurs candidats de joueurs à surveiller puisque c'est une équipe très jeune, comme tu l'as mentionné. Plusieurs joueurs qui en sont à des différents stades de leur carrière, dans leur début dans la LNH. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes joueurs principaux à surveiller, mais oui, définitivement qu'on va regarder ce qui va se passer dans son cas cette saison. Moi, personnellement, là, j'ai hâte de le revoir sur la patinoire. J'ai hâte de... On a entendu plusieurs rumeurs au cours des derniers jours, là, des rumeurs qui circulaient comme quoi il aurait pris du recul dans sa réhabilitation. Finalement, on a démenti ces rumeurs par la suite. Écoute, moi, en bout de ligne, ce que je veux voir, je veux voir des résultats sur la patinoire. Je veux voir Kirby Dach s'entraîner. C'est là que je vais me faire une meilleure idée que d'entendre des pourparlers à gauche et à droite de ce qui se passe dans son cas. Moi, ça m'importe peu. J'ai hâte de voir sur la patinoire qu'est-ce que Kirby Dach va être en mesure de faire, que ce soit au camp d'entraînement, que ce soit en match préparatoire, en début de saison, où on va le placer dans l'alignement aussi. Parce que là, on n'a toujours pas fait l'acquisition d'un 2e joueur de centre. L'été n'est pas terminé. Kent Hughes nous a habitués à des transactions en plein milieu du mois d'août. L'an passé, on était en onde lorsque Patrick Laine s'est terminé avec le Canadien tard à la fin de l'été. Écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, Kirby Dach est prévu comme étant le 2e centre de cette formation à l'attaque. Et selon moi, je pense que c'est l'année de la dernière chance là, pour Kirby Dach. S'il y a encore des blessures dans son cas cette année, là, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de hockey raté au cours des dernières saisons. De la difficulté peut-être à suivre le rythme aussi que l'équipe essaie de développer année après année. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser de Kirby Dach. C'est certain qu'il a connu des bons moments. Là, je me souviens pas, c'était il y a 2 ans, je crois. 3 ans, je pense.
lorsqu'il avait joué à l'aile de Suzuki et Caulfield, c'est là qu'il a connu en fait ses meilleurs moments avec le Canadien de Montréal. Et depuis, on le sait, ça a été très difficile. Écoute, s'il revient en pleine santé, j'ai confiance qu'il peut être meilleur que ce à quoi il nous a habitués au cours des 2 dernières saisons, du moins pour les matchs qu'il aura pu disputer, parce que là, il va jouer sa dernière année de contrat. Mais il va surtout jouer avec un allié qui s'appelle Ivan Demidov. Donc, ah ouais, tu penses qu'il va être avec Demidov? Je pense pas que Demidov va être sur la 3, là. Non, mais est-ce que Kirby Dach peut être sur la 3, lui? Ben là, tu mets qui au centre de la 2? Ben, on verra. Ben oui, mais OK, mais c'est ça. Mais là, je te dis, en date d'aujourd'hui... On parle d'hypothèse quand même. Oui, OK, en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, Kirby Dach joue au centre d'Ivan Demidov. En date d'aujourd'hui. Ça apparaît probable. Je pense que c'est probable. Donc, en tout cas, allons-y avec ce scénario-là. Si c'est le cas, ça va être le meilleur joueur avec lequel il va avoir évolué au cours des dernières saisons. Kirby Dach n'a jamais eu vraiment les meilleurs joueurs à ses côtés, sauf lorsqu'il a joué avec Caulfield et Suzuki. Lui, on le sait, on l'a déjà placé avec Slavkovski aussi. Ça n'a pas nécessairement cliqué entre les deux joueurs. Écoute, j'ai très hâte de voir son camp d'entraînement. Je vais te laisser enchaîner avec les autres joueurs dont tu voulais parler. Ouais, on va y aller peut-être plus en rafale puisqu'il y en a 4, mais évidemment, Ivan Demidov, je pense que j'ai pas besoin de faire de grandes explications. Ça va être le joueur qu'on va tous surveiller attentivement cette saison, qu'on a tous hâte de voir réenfiler l'uniforme. Écoute, il avait été tellement électrisant son premier match dans la Ligue nationale contre les Blackhawks. Je pense que c'est un match dont je vais me rappeler longtemps. Ça faisait tellement d'années qu'on n'avait pas eu un espoir de cette trempe-là du côté du Canadien. J'ai jamais vu, honnêtement, un tour d'espoir avec un aréna rempli. Là, ouais, un plafond aussi haut. Là. Non, c'est ça. Ça n'avait aucun sens, honnêtement, de voir à quel point les partisans étaient présents seulement pour son tour de patinoire des recrues. Donc, bref, écoute, lui, juste pour le rappeler, là, il avait quand même brisé le record de Kaprizov aussi pour les points par un joueur de moins de 20 ans dans la KHL. Lui qui a brûlé cette première année de contrat l'an passé. Donc là, il lui en reste 2. Mais évidemment, un joueur qu'on va surveiller. Le deuxième, Noah Dobson. On le sait, ça n'a pas été facile du côté de Dobson l'an passé. Là, beaucoup l'ont critiqué suite à sa saison de 70 points qu'il avait placé au 7e rang des défenseurs de la Ligue nationale. Il faut se rappeler que Noah Dobson l'an passé, c'est sorti par la suite, mais avait une mauvaise entente avec l'entraîneur-chef Patrick Roy. Dobson a changé beaucoup de fois de partenaire de jeu aussi lors de la dernière saison et on l'a même fait évoluer du côté gauche. Et Dobson, c'est un droitier et on le sait que c'est beaucoup plus difficile pour un droitier d'évoluer sur le côté gauche que l'inverse. Donc, c'est peut-être aussi là, ce qui explique que ça a été plus difficile pour lui en termes de production offensive l'an passé. Mais je m'attends vraiment là, à une meilleure saison dans son cas. Je crois qu'il va rebondir, devrait avoir un partenaire stable. Selon moi, le meilleur joueur avec qui le jumeler, c'est Kaden Goulet, parce que si on le met avec Lane Hudson, c'est 2 défenseurs à caractère offensif. J'aime mieux balancer les choses. Donc, s'il joue avec Goulet, ça devrait être une paire qu'on va essayer de garder très longtemps au courant de la saison, si ça fonctionne évidemment. Mais d'avoir cette stabilité-là, et lui qui risque de piloter fort probablement le deuxième avantage numérique aussi, puis coaché par Martin Saint-Louis aussi, on le sait, lui qui a cette facilité, on dirait, à relancer les joueurs dans une carrière. Moi, je pense vraiment que Noah Dobson va rebondir cette saison. Par la suite, Zachary Bolduc, lui qui avait terminé 8e quand même au scrutin du Trophée Calder l'an passé avec un vote de 4e place, 17 de 5e place. Lui, évidemment, on retient ses 19 buts la saison dernière, mais on retient surtout ses 21 points à ses 28 derniers matchs. Il a été excellent en fin de saison pour les Blues et il a marqué 14 buts à ses 21 derniers matchs. Donc lui, c'est un joueur qui a beaucoup produit aussi sur le jeu de puissance, qui a un excellent tir. Plusieurs même ont dit qu'il avait l'un des meilleurs tirs de l'organisation à Saint-Louis, qu'on ne voyait même pas la rondelle partir de son bâton. Donc ça va être très intéressant à regarder. Le Canadien qui vraiment va être rendu avec 2 unités de jeu de puissance plus qu'intéressante la saison prochaine. Et mon dernier joueur que je surveille, Patrick Laine, qui est à sa dernière année de contrat. Lui, ça prend vraiment là, un rebondissement dans son cas, même s'il a marqué 20 buts l'an passé. Ça a déjà été très bien, je pense, dans les circonstances ce qu'il nous a offert. Quand même terminé au 4e rang de la LNH là, pour les buts en avantage numérique. Mais n'a quand même pas disputé une saison complète depuis 2018-2019. Ça fait longtemps dans le cas de Laine. Et là, semble être en pleine forme. S'il n'y a pas de mauvaise blessure face au Maple Leaf dans un match pré-saison comme l'an passé, on devrait le voir disputer. Là. Je ne sais pas si ça va être une saison complète, mais du moins, il va disputer le début de la saison avec l'équipe. Et il a quand même eu aussi son plus faible total de temps de jeu moyen par match en carrière l'an passé. Donc là, peut-être qu'on va lui en donner plus cette saison. A vraiment l'air déterminé, Patrick Laine. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça et sur la glace presque à tous les jours depuis quelques semaines, avec notamment Ivan Demidov.
il a l'air vraiment motivé là, pour aller dans cette nouvelle saison. Pour rebondir, honnêtement, je pense aller rechercher les succès qu'il a connus tôt en début de carrière. Et lui, ben, clairement, Patrick Laine, c'est un joueur avec, on le sait, un ego assez élevé, un joueur qui a beaucoup confiance en lui et qui va clairement vouloir aller rechercher un gros contrat. Donc, parce que son contrat se termine cette année, évidemment, on le sait. Ce sera une grosse année pour Patrick Laine. Il doit rester en santé et avoir de bonnes performances parce qu'en éliminatoire, on ne lui faisait plus confiance pas du tout. à Patrick Laine. Donc ça a laissé quand même une impression particulière, même s'il avait marqué quand même 20 buts en revenant de sa blessure lorsqu'il est revenu au mois de décembre, début du mois de décembre, il me semble, lorsqu'il est revenu de... Je pense que c'était le 3 décembre. Ouais, quelque chose comme ça, lorsqu'il est revenu de sa blessure. Ben écoute, ça fait le tour un peu pour le Canadien. Il y a évidemment tellement de points d'emphase sur lesquels on peut aller. On peut aller n'importe où. Ben oui, là, j'ai parlé des joueurs à surveiller, mais évidemment, Slavkovski, est-ce qu'il va réussir à franchir un nouveau tu m'aideras avec le mot, là, mais un nouveau palier. Un nouveau palier dans sa carrière, voilà. Lui qui, on le sait, est habitué de produire beaucoup plus en deuxième moitié de saison qu'en première moitié. Est-ce que là, il réussira à produire sur un rythme constant de 82 matchs? Est-ce qu'il s'établira comme un attaquant de puissance élite dans la LNH avec des saisons peut-être de 60-70 points? Est-ce que Suzuki va rester en haut du point par match? Est-ce que Lane Hudson va reproduire ses exploits de sa saison recrue? Il y a tellement de choses à surveiller chez le Canadien cette saison, mais on pourrait en parler pendant des heures si on embarquait là-dessus. Et je veux juste terminer peut-être rapidement là, en mentionnant quelques espoirs qu'on va pouvoir surveiller aussi. Jacob Fowler cette saison qui va avoir le filet numéro 1 chez le Rocket de Laval. David Reinbacher, lui qui devrait pouvoir enfin disputer une première saison dans l'organisation du Canadien aussi, donc ce sera intéressant de voir ce qu'il a fait. Florian Jacquet avait été l'un des meilleurs attaquants chez le Rocket l'an passé, à la grande surprise de plusieurs. J'ai très hâte de le voir, lui, progresser honnêtement, parce que je pense qu'il pourrait devenir éventuellement un solide attaquant sur un quatrième trio dans la formation du Canadien. Michael Age, lui, qu'on le sait, va disputer sa deuxième saison dans la NCAA avec Michigan et peut-être pourrait venir rejoindre l'équipe en fin de saison si jamais les circonstances sont d'occasion. On le sait, Jacob Fowler est venu rejoindre le Rocket. Est-ce que Michael Age pourrait le faire à la fin de sa saison? Ce sera à surveiller. Sinon, bien, les joueurs qu'on a repêchés au dernier repêchage, Alexander Zarovski, qui lui devrait retourner dans la MHL, LG Mooney, lui qui disputera une première saison dans la NCAA également, et quelques autres espoirs, mais bref, il y en a beaucoup. Ben, tout à fait, le Canadien qui a toute une banque d'espoirs à surveiller. Alexis, tu es passé à travers les 32 équipes de la Ligue nationale. On l'a fait? On l'a fait. Là, il te reste par contre les prédictions de la section Atlantique. On va se prendre quelques minutes au retour. Je veux t'entendre et on veut savoir comment tu classes cette section Atlantique, mais on a eu l'occasion de passer à travers les 32 clubs de la Ligue nationale et de les décortiquer. On s'arrête quelques instants dans le club du matin et on vous revient. Et on est de retour. On va avoir le classement de la section Atlantique tel que prévu par notre expert maison du Club du matin, Alexis Lavoie-Martel, qui a fait le classement des 4 autres sections selon ses prévisions. Alors, on y va de manière très objective. Qu'est-ce que tu vois dans la section Atlantique? Bon, on a à peu près 4 minutes là, pour passer au travers du classement. Donc, on va y aller par le fond pour débuter, évidemment. Je pense que les Sabres de Buffalo vont retrouver le fond de la case cette saison. Il n'y a pas de moyen d'en sortir? Non. Ben, oui, il y a des moyens. Boston? Il faut juste les trouver, les moyens, du côté de... Ben, non, honnêtement, Boston, je pense que, comme je l'ai dit, on a encore des joueurs... des trop bons joueurs pour terminer encore dans le bas fond. Je sais qu'on a terminé là, derrière les Sabres l'an passé, mais Jeremy Swayman a connu sa pire saison en carrière. Je m'attends à ce qu'il rebondisse. Peut-être pas de là à amener les Bruins, je veux dire, 5e, 4e de la division, mais tout de même, je pense qu'il va... Pas avoir une deuxième saison aussi difficile. A quand même signé un gros contrat avec les Bruins aussi, va vouloir prouver qu'on avait raison de lui donner ce contrat-là. Donc, c'est l'une des raisons principales pourquoi je pense que les Bruins vont devancer les Sabres. Okay. T'as encore un David Pasternak, un Charlie McAvoy. On a fait quelques acquisitions aussi au courant de l'entre-saison pour venir ajouter à la profondeur Tanner Jeannot, Victor Arvidsson. Donc, bref, je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher quelques victoires de plus que celle des Sabres qui est moins expérimentée. Qui va être donc la 8e selon toi dans cette section. Ouais. La 7e, est-ce que c'est les Bruins? C'est les Bruins. C'est les Bruins. Ouais. Okay. Faut pas charrier non plus. Là. Quand même. La 6e, les Red Wings? Ouais, exactement. Les Red Wings. J'y vais de tête en passant. J'ai pas ta prédiction devant moi. Non, je sais, mais... On va voir jusqu'où on va se rendre avec le même avis. Là. Ben, je pense que les Red Wings, c'est juste logique, je crois, de les voir terminer 6e parce que après ça, je pense que les 5 autres équipes sont supérieures à eux. On ne semble pas nécessairement s'en aller dans la bonne direction du côté des Red Wings. On n'a pas fait nécessairement de mouvement cette saison pour s'améliorer de façon considérable. S'il y en a qui disent que l'acquisition de John Gibson va retourner cette franchise-là de côté,
J'ai pas l'impression. Tu veux discuter avec eux? Je veux discuter avec eux. Je suis disponible. On peut m'appeler. Ça va me faire plaisir de débattre. Mais je crois pas que John Gibson va être le gardien qui va permettre à cette équipe-là de retourner en série. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment il pourrait devancer le Canadien ou les Sénateurs. Ouais. Ensuite, les Sénateurs? Ouais. Les Sénateurs? Ouais. C'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse, honnêtement. Canadien-Sénateur pourrait très bien s'inverser 4e et 5e rang. Là, vous devinerez que j'ai mis le Canadien 4e, mais... Tu dévoiles tous tes punchs avant la fin. Hey, j'ai pas dit encore le top 3. Hein. Mais le Canadien, oui, 4e et les Sénateurs 5e. La raison de ce choix, en fait, c'est que je crois que le Canadien va... Ben, pas je crois, en fait, mais le Canadien est plus expérimenté que la saison passée. Je crois que l'expérience en série, même si elle a été courte, va avoir apporté beaucoup à ce groupe de jeunes joueurs qui vont arriver dans cette nouvelle saison avec peut-être une nouvelle mentalité, des nouveaux joueurs qui s'amènent également, des Noah Dobson, Zachary Bolduc, Ivan Demidov qui va jouer une saison complète. Donc, veut pas, ça apporte vraiment une dimension totalement différente à cette équipe qui n'a pas perdu de gros joueurs. On a perdu des joueurs de profondeur seulement. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment on pourrait faire pire que l'an passé. Et les Sénateurs qui ont accédé justement en série et qui ont devancé le Canadien, mais de pas énormément. Là, si je regarde le classement, Sénateurs avait obtenu 97 points, Canadien 91. Donc, c'est seulement 6 points qui les séparent. Je pense que le Canadien est capable de les devancer cette saison. Donc, Canadien 4e. Ouais. Canadien 4e, Ottawa 5e, Détroit 6e, Boston 7 et Buffalo 8. Là, il nous reste le top 3. C'est Toronto, Floride, Tampa Bay. Dans quel ordre ou dans le désordre, c'est 3 bonnes équipes. Ouais. Laquelle va finir par tomber en premier, selon toi? Moi, j'ai l'impression que c'est Toronto que je vois 3e. Ah ouais, moi, je vois le Lightning, moi, 3e. Toi, tu vois 3e, ouais. Lightning. Je vois le Lightning 3e parce que je trouve qu'on est quand même vieillissant aussi du côté du Lightning. C'est plus difficile en série dans les 3 dernières saisons. Est-ce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule avec beaucoup de matchs joués aussi dans les dernières saisons? Je ne le sais pas. Mais je pense qu'on manque un petit peu peut-être de profondeur en offensive du côté du Lightning. Et j'aime quand même ce qu'on a fait du côté des Leafs, même si on a perdu Mitch Marner. Là, c'est ça, on a perdu Marner. C'est ça qui me fait le plus peur avec les Leafs. Oui, mais je pense qu'on est quand même encore capable d'aller chercher beaucoup de victoires avec la profondeur qu'on a acquis. Je pense que notamment Matt Shirley et Matthew Nice vont pouvoir jouer des rôles importants sur ce premier trio-là. Et pour terminer, écoute, je pense que les Panthers vont terminer premier de la division, eux qui sont les doubles champions en titre. On a le même noyau que les 2 dernières saisons. Honnêtement, je sais pas. Ouais, mais là, tu peux avoir le même argument de la fatigue par rapport aux dernières années. Certain. Parce que 2 Coupes Stanley et même la finale l'année précédente aussi. Alors, c'est certain que ça peut jouer, mais du moins, on a terminé 3e l'an passé. Je pense qu'on est capable de devancer les Leafs qui... Pour cette raison-là, je pense c'est justement pourquoi je pense qu'ils ne finiront pas premiers parce qu'ils ont perdu Mitch Marner, mais je pense quand même qu'ils peuvent terminer devant le Lightning qui a pas mal seulement 2 trios capables de produire offensivement. Alexis, ça conclut donc. Ça conclut. T'es passé à travers officiellement. Merci beaucoup pour ce segment-là. Ça a été super intéressant. Puis je vois les gens aussi avoir réagi beaucoup. Évidemment, dès qu'on touche la corde sensible de la section Atlantique et du Canadien, ben ça échauffe les esprits quelque peu. On va s'arrêter quelques instants.